L'IA code, l'IA chasse les failles et maintenant, l'IA crée même des religions. Mais qui contrôle encore la machine ? Dans cet épisode, on parle qualité du code, cybersécurité, boycott de la PlayStation 5, police anti-scrapping, verre informatique dans JavaScript, pénurie de RAM, cache en berne chez Alphabet et spiralisme. Bref, l'IA accélère tout, y compris les emmerdes. Un épisode spécial canicule avec des chroniqueurs, que voici, que voilou, si je retrouve mon setup. Ah ben voilà, on retrouve deux chroniqueurs. D'un côté, nous avons Xavier, un vieux de la vieille, j'ai envie de vous dire. Et puis de l'autre, nous avons Denis, un nouveau venu dans l'équipe. Ça fait le troisième nouveau venu qu'on vous présente. Vous allez apprendre à connaître Denis au fil des épisodes de la saison 13, puisqu'il viendra régulièrement partager avec nous le fruit de sa veille technologique. On a un planning relativement chargé et avant qu'on ne soit complètement fondu parce qu'on est au niveau orange, comme le t-shirt de Denis, au niveau canicule, ou même rouge. Ouh là là, il est cramoisi. On va devoir attaquer directement avec le premier sujet. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai les titres des sujets en face de moi, mais je ne sais pas qui parle de quoi. ça va être pratique. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on est à la lettre C pour commencer. Ça nous change de l'alphabet habituel où on commence avec la lettre A, puisque vous le savez, tous nos sujets sont organisés par ordre alphabétique. Évidemment, on ne fait pas les 26 lettres de l'alphabet, vous vous en doutez. Quoi qu'il en soit, on commence avec la lettre C. C comme code quality. Et on va parler d'IA, une fois de plus. IA qui écrit le code, mais qui contrôle la qualité de ce code ? Ça, c'est la question que je vais poser à Denis, peut-être. À moi. Voilà. C'est ça. Parce que je reviens un petit peu, moi, sur l'aspect développement. Et donc, effectivement, si on parle de code, si une IA, on estime parfois maintenant à 80% du code qui est écrit par l'IA, est-ce qu'on commence à voir maintenant si le code est bon et de bonne qualité ? Et donc, on va essayer maintenant de voir comment faire pour produire plus de code, mais pas toujours la quantité, mais plutôt effectivement la qualité. Et donc, c'est un article que j'avais vu et une info que j'ai vue sur le site de GitHub il y a quelques jours, que GitHub a annoncé un projet ou un service qui s'appelle GitHub Code Quality, qui est désormais disponible. Il était en preview pendant les quelques mois précédents. Maintenant, il est disponible en version GA, Global Availabilities, comme on dit, disponible pour les entreprises et pour les offres Teams et Enterprise. Alors, je pense qu'on avait déjà parlé dans les technos, mais GitHub, c'est une plateforme utilisée par des millions de développeurs pour enregistrer, partager, faire évoluer leurs applications. Et donc, c'est là que les développeurs travaillent ensemble sur un même projet. Ils peuvent suivre les modifications apportées au code, ils peuvent collaborer pour corriger des bugs ou bien ajouter des nouvelles fonctionnalités tout simplement. GitHub est devenu l'une des plateformes les plus importantes dans le monde du logiciel et depuis quelques jours, on a la possibilité maintenant d'utiliser ce nouveau service qui va nous permettre d'améliorer la qualité du code. Et donc, depuis son rachat en fait par Microsoft en 2018, GitHub a fortement investi dans tout ce qui est IA, évidemment, intelligence artificielle, avec notamment GitHub Copilot, qui est un assistant capable de suggérer, même de générer du code. Et donc, résultat, on en avait parlé également il y a quelques semaines, je pense, il y a eu une explosion de la quantité de code développé et mis en place sur le serveur de GitHub. Et donc, les développeurs peuvent produire maintenant des logiciels beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Mais donc, ça soulève une nouvelle question. C'est s'il y a écrit davantage de code, comment s'assurer que ce code reste fiable, facile à comprendre et simple à maintenir dans le temps. Et donc c'est précisément l'utilité et le problème que GitHub cherche à résoudre avec sa nouvelle offre qui est donc baptisée GitHub Code Quality. Et donc depuis l'arrivée de GitHub Copilot et des assistants de développement, les développeurs, donc on peut générer du code en quelques secondes. C'est évidemment un énorme gain en productivité, mais c'est aussi un nouveau défi, c'est produire du code rapidement ne garantit pas cette qualité. Et donc, que va faire concrètement GitHub Code Quality ? En fait, il va combiner deux approches. Une première approche, c'est l'intégration d'un outil qui s'appelle toujours, mais qui est existant déjà depuis quelques temps, qui s'appelle CodeQL. En fait, c'est un outil d'analyse statique qui est déjà bien connu donc, dans l'écosystème GitHub. C'est une analyse en fait dite déterministe. Ça permet de détecter des problèmes fiables et reproductibles dans le monde du code.
Et donc en réalité, et en résumé, CodeQL, ça retrouve plus des patterns, des morceaux de code bien connus pour proposer des améliorations. Mais il n'y a pas d'IA derrière ça, et ça existe, comme je le dis, depuis déjà quelques années. Et donc maintenant, la seconde approche, ça va être d'utiliser l'IA pour identifier des problèmes de maintenabilité, de fiabilité qui ne sont pas forcément couverts par ces règles prédéfinies. Donc on va encore un cran plus loin. Et donc autrement dit, GitHub va mélanger l'analyse classique et l'intelligence artificielle pour couvrir un spectre beaucoup plus large de problèmes. Et la vraie nouveauté, c'est pas seulement la détection. GitHub insiste d'ailleurs beaucoup sur le fait que trouver des problèmes, c'est plus le principal enjeu. Ça existe maintenant déjà depuis pas mal de mois. C'est aujourd'hui, de nombreuses équipes possèdent déjà des outils capables de signaler des centaines, voire des milliers d'avertissements. Mais le problème, ça va plutôt être de les corriger, ces problèmes. Et c'est là qu'intervient du coup ce fameux service qui va proposer directement des corrections dans ce qu'on appelle des pull requests. Et donc les développeurs peuvent alors ainsi examiner les propositions, les accepter, les modifier, les rejeter ou rien faire du tout s'ils considèrent que c'est pas réellement pertinent, quoi. Donc c'est vraiment l'humain qui reste en finale À la manœuvre. au centre de la décision, à la manœuvre. Ouais. Alors oui, je parle d'une pull request, peut-être juste un petit aparté. Quand on parle d'une pull request, pour bien comprendre, ce qu'on appelle aussi une PR dans le monde du développement, c'est imaginez que vous avez plusieurs personnes qui veulent par exemple rédiger un livre. Ben, avant d'ajouter un nouveau chapitre, qu'on travaille à plusieurs sur ce même livre, avant d'ajouter un nouveau chapitre, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'auteur va proposer son texte à d'autres membres de l'équipe qui vont pouvoir le relire, suggérer des corrections, poser des questions, vérifier que tout est correct, que tout est cohérent. Et une fois que tout le monde est d'accord, on va chacun appuyer sur un petit bouton qui va nous dire bah, OK, et on va pouvoir fusionner, comme on dit, donc mettre ce nouveau chapitre à l'intérieur du livre. Ben, une pull request, c'est exactement la même chose. C'est de cette manière pour pouvoir intégrer des nouveaux morceaux de code dans un logiciel complet à l'intérieur de notre développement. Et donc, lorsqu'un développeur modifie une application, en fait, il ne publie pas directement ces changements. Il crée d'abord cette fameuse PR, c'est-à-dire une demande de validation. Les autres membres de l'équipe peuvent ainsi examiner les modifications. Et ce nouveau service à base d'IA et à base de CodeQL et à base de toute une série de processus va pouvoir nous donner des commentaires et nous rajouter des commentaires à l'intérieur de cette fameuse pull request. Et donc, le GitHub Code Quality, il va intervenir à deux moments clés du cycle de développement. D'abord, dans les pull requests où les problèmes sont affichés directement dans le contexte du code. Donc, les développeurs peuvent ainsi corriger les défauts avant même que le changement soit fusionné, soit existant. Et ensuite, sur le code principal, l'outil d'analyse va se baser sur le code existant pour mettre en évidence la dette technique déjà accumulée au fil du temps. Donc, reprendre du code existant pour pouvoir dire, tiens, là, il y a peut-être des améliorations à devoir faire, quoi. Et donc, parmi les nouveautés apportées, on va ainsi retrouver des tableaux de bord à l'échelle de l'organisation, des scores de maintenabilité, enfin toute une série de services utilisés par les développeurs et les chefs de projet pour pouvoir mettre tout ça en place. Alors, juste une dernière chose, c'est un chiffre intéressant qui ressort également de la communication de GitHub. C'est dans ses propres équipes d'ingénierie, ils estiment à peu près, ils ont calculé que 67% des problèmes détectés par Code Quality sont corrigés avant même l'approbation des pull requests. Et donc GitHub présente ce résultat comme un indicateur encourageant, mais évidemment pas une garantie universelle. Déjà, on n'est pas à 100%. Et donc chaque organisation devrait évidemment mesurer ça avec ses propres résultats, quoi. Donc, ce lancement, en fait, il reflète une tendance beaucoup plus large dans l'industrie. C'est que pendant des années, on avait des outils qui étaient concentrés sur la sécurité, détection de vulnérabilité, secrets exposés, dépendance de risque. Aujourd'hui, avec l'essor de l'IA générative, on arrive plus à une question de qualité de code qui devient tout aussi important que cet aspect d'incertitude et de qualité au niveau de la sécurité. Et même si l'IA peut accélérer la production du code, elle ne remplace pas évidemment le jugement humain. Et donc, pour conclure, on va dire que GitHub semble envoyer un message assez clair, c'est que dans un monde où l'IA permet d'écrire davantage de code, la véritable valeur, en fait, c'est plus seulement dans la vitesse de production, mais elle est aussi dans la capacité de maintenir un niveau de qualité élevé dans tout ce qu'on va vouloir fournir. Et GitHub Code Quality, c'est un service. Il y a d'autres sociétés, évidemment, qui fournissent des services un peu équivalents. Et tout ça est en train de partir vers cette direction, j'ai envie de dire, de développement et d'amélioration de la qualité du code source.
Si vous aviez un doute, Denis fait partie de la team informaticien des technos. Voilà. C'est comme ça, les choses sont tout à fait claires. Xavier, qu'est-ce que tu penses de cette news et de ce service Alors, je trouve ça intéressant que ce soit intégré à GitHub parce que GitHub, c'est quand même un des endroits où on dépose le plus de code, nous, en tant que développeurs. Maintenant, je pense que c'est un service qu'on va pouvoir aussi mettre en place soi-même avec des autres outils d'IA. Je pense notamment à Claude, où en fait, on commence pas seulement à avoir des IA qui génèrent du code, mais on peut avoir des IA agentiques. Et donc, on peut avoir un profil qui va coder, on peut avoir un autre profil qu'on va briefer pour dire, mais moi, je veux que tu optimises le code, un autre qui va vérifier s'il n'y a pas des failles dans le code, etc. Et donc, finalement, c'est un outil parmi d'autres, mais je pense qu'il va y avoir des tas de solutions qui vont améliorer tout ça. Mais au final, et je pense que c'est un petit peu la chose qui est à retenir, c'est que le métier de développeur est en train de changer fondamentalement. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'analystes programmeurs qui seront utiles et d'analystes en sécurité, plutôt que des gens qui vont simplement pondre des lignes de code qui, d'après moi, n'ont plus beaucoup de valeur en tant que telles, quoi. C'est de l'architecture, hein. En gros, et l'humain reste l'architecte, et puis la petite main, en gros, sans être péjoratif, c'est l'IA, ce sont les agents, et ça on a déjà maintes et maintes fois parlé avec un de Sébastien par exemple lors des épisodes précédents. C'est aussi un petit peu à mon sens, hein, la réponse de GitHub à ce questionnement qu'on avait eu il y a déjà quelques semaines maintenant, parce qu'il y avait, comme tu le disais, énormément de code qui rentrait dans GitHub à tel point que GitHub a été saturé à un moment donné, et énormément de développeurs, et pas des moindres, des gens qui ont quand même pignon sur rue entre guillemets. On dit attendez, l'outil marche plus là, ça marche plus, on peut plus compter dessus, et ce genre d'outil, si on peut plus compter dessus, on change de crèmerie, quoi. On va voir ailleurs, et on se fait une installation locale, ou on trouve d'autres solutions, mais voilà. Donc là il y a une sorte de réaction de la part de GitHub par rapport sans doute à cette problématique, ce qui est une bonne réaction sans doute. On verra avec le temps comment ça va se passer, hein. C'est toujours l'adoption de l'outil, c'est toujours un grand mystère en l'occurrence. Et ça évolue tellement vite, et effectivement on verra. Il y a d'autres services qui existent déjà, tout ça va certainement évoluer très rapidement, parce que ça c'est un des gros problèmes aussi avec l'IA, c'est que ça avance tellement vite que parfois on n'a même plus le temps de suivre. Oui. Et l'intérêt ici, à mon avis, c'est surtout que c'est intégré dans le service même, donc dans ce service GitHub qui est utilisé, je pense que c'est un des plus gros fournisseurs de dépôt de code source. Et le fait de l'avoir sous la main, ça peut toujours être intéressant si jamais on veut l'activer pour juste vérifier un petit peu son code, quoi. Merci, c'était le tout premier sujet de toute sa vie de Denis dans les technos. Voilà. Et il y en aura d'autres, évidemment. On a 2 lettres C dans cet abécédaire. C'est comme cybersécurité, Xavier. On va parler d'OpenAI. Encore dans l'IA. Oui, qu'est-ce que vous voulez à l'heure actuelle? Parler technologie sans parler d'intelligence artificielle, ça devient quand même très très compliqué. Je me rappelle qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 saisons, Xavier, tu dois s'en souvenir, on avait dit pas plus d'un sujet ou 2 max. Aujourd'hui, c'est pas plus d'un ou 2 sujets autres que l'IA. Mais en plus, elles ne prennent pas de vacances, donc elles continuent à évoluer. Et c'est un petit peu les sujets d'actualité qui sont les plus présents pour le moment. Hein, un nouveau ChatGPT, Xavier Oui. Ouais. Tout à fait. Donc c'est OpenAI qui vient de présenter GPT 5.6 Cyber. Donc c'est un modèle qui est spécialisé dans la cybersécurité. C'est pas simplement une nouvelle version de ChatGPT qui va être capable de répondre un peu mieux à des questions de sécurité, parce qu'ici le modèle a été conçu pour aller beaucoup plus loin. Le but en fait c'est de pas le mettre entre toutes les mains, mais ce ChatGPT est destiné à chercher des vulnérabilités, à analyser comment on peut les exploiter, à construire des scénarios d'attaque, et tout ça dans un cadre qui serait contrôlé et autorisé. Donc c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas dans un ChatGPT normal, parce que c'est vraiment un outil qui est destiné à la sécurité informatique, et ils veulent pas que n'importe qui puisse l'exploiter pour créer des exploits qui seraient pas souhaités. Alors
OpenAI indique que son modèle répond à 95% des requêtes cyber avancées qui sont utilisées dans ces tests, alors que le modèle grand public, lui, il n'en traite que 1,5%. Donc c'est pour montrer à quel point la version normale est bridée, entre guillemets, sur ces termes-là, par rapport à ce que cette nouvelle IA va être capable de faire. Il y a vraiment des garde-fous qui ont été mis en place pour que n'importe qui ne sache pas faire n'importe quoi. Et donc ils ont montré un exemple qui est assez parlant, c'est que quand ils ont utilisé ce ChatGPT 5.6 Cyber pour analyser la version 8 de Chrome, donc le V8, c'est le moteur JavaScript de Chrome, donc le V8. Ils ont découvert 2 nouvelles vulnérabilités qui étaient tout à fait inconnues jusqu'à présent, dont une qui permettait notamment de sortir du fameux bac à sable du navigateur. Alors, il y a une des failles qui a déjà été corrigée par Google, mais c'est intéressant parce que V8, c'est vraiment un programme qui est extrêmement complexe. Ça représente des millions de lignes de code. Alors, une IA peut analyser ce type de code à une échelle et à une vitesse qu'un humain serait tout simplement incapable de faire lui-même. Il faudrait des équipes et un temps considérable pour arriver à analyser toutes ces lignes de code et chercher la moindre petite faille de sécurité. Donc, c'est là que ce type de projet va devenir intéressant. Et il y a vraiment un changement de paradigme parce qu'on passe un peu d'une méthode où, en cybersécurité, on se demandait comment est-ce qu'on va trouver les failles. Et avec l'IA, ça devient beaucoup plus rapide. Et donc, le problème, ça devient maintenant comment est-ce qu'on va corriger toutes ces failles avant qu'elles soient exploitées, puisque l'outil permet aussi d'exploiter les failles, je le rappelle. Donc, ils veulent vraiment automatiser toute une chaîne qui est détecter une vulnérabilité, vérifier qu'elle est exploitable, développer un correctif et puis tester le correctif. Alors, tout ça se fait dans un programme qu'ils appellent Daybreak. Et un peu comme les programmes de pen testing, en fait, on va avoir un Daybreak Blue qui va servir à la défense, à analyser le code, à rechercher les vulnérabilités et à valider les correctifs qui sont proposés. Et puis, on va avoir la Team Red, donc le Daybreak Red, qui va faire des opérations offensives qu'on autorise, évidemment, comme dans les Red Team des tests d'intrusion. Alors, c'est à la fois une très bonne nouvelle et aussi une très mauvaise. Pourquoi ? Parce que pour les entreprises, ça peut être fantastique. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont absolument pas les moyens de se payer toute une équipe de chercheurs en sécurité pour vérifier si leur logiciel ne présente pas des failles, s'il n'y a pas des vrais problèmes de sécurité. Mais malheureusement, c'est exactement la même technologie qui va être utilisée par un attaquant. Et donc, c'est le problème de cette IA ici, c'est que la technologie va pas faire forcément pencher la balance du côté des défenseurs, elle va accélérer les deux camps. Donc, si on peut transformer une vulnérabilité en exploit en quelques minutes, mais le temps qui va rester pour corriger cette vulnérabilité va devenir beaucoup plus court. Et donc, le vrai enjeu aujourd'hui, ça va être de trouver, de comprendre le fonctionnement d'un système, analyser son code, identifier une faille, construire un exploit. Mais demain, ça va être plutôt qui s'est piraté et qui a accès à l'IA qui est capable de pirater cet outil-là. Et donc, on aura des délais beaucoup plus courts pour corriger toutes ces failles. Donc, on pourrait imaginer vraiment des IA qui vont chercher en permanence des failles avec quelqu'un qui va essayer de créer des correctifs en permanence, et puis de l'autre côté, des IA qui vont attaquer en permanence. Donc, ça va être vraiment un combat automatisé par des agents en permanence, et peut-être qu'à l'avenir, sur les gros systèmes en production, je pense par exemple à des systèmes bancaires, etc., il y aura sans doute des IA qui vont en permanence rechercher des failles et chercher à les exploiter et à les corriger très rapidement, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si on prend des failles 0D, puisque c'est ces failles-là surtout qu'on parle, c'est les failles qui sont depuis l'origine dans le code et que personne n'a vraiment trouvé. Il y a des failles qu'on trouve encore sur des versions de Windows ou des firmware de processeurs et de ça depuis des années. Et maintenant, ça pourrait prendre quelques minutes pour trouver ça, quoi. Donc, ça peut être aussi des failles hardware, comme c'était le cas avec Ghost, par exemple, parce que là, on est vraiment, c'est le cœur du moteur de la machine. Dans ce genre de cas-là, le correctif, c'est plus du patch que si c'est hardware, c'est-à-dire que si la faille elle est trouvée dans le firmware d'un appareil et que les utilisateurs sont incapables de modifier le firmware, donc de le mettre à jour, mais en gros c'est pas corrigible, et donc on utilise un matériel qui est soit dépassé, soit exposé au risque, quoi. Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses, Denis, de ce genre de solution parce que c'est vrai qu'on avait évoqué ça il n'y a pas tellement longtemps sur le fait que c'était Claude, je pense, qui avait débusqué je ne sais pas combien de failles dans Firefox, et on s'était dit à ce moment-là, oui, super, 300 failles, mais on n'a pas assez de doigts pour boucher les trous. Il va falloir aller assez vite pour faire des correctifs qui en valent la peine, et sur les failles les plus importantes, on va dire, ou en tout cas les plus accessibles. Ici, on est sur une solution qui est un peu, l'épée, enfin le glaive et le bouclier, et on se bat en permanence, quoi. C'est ça. Moi, je trouve ça intéressant sur les deux aspects. D'abord, d'avoir des outils comme ceux-là, par exemple, qui permettent effectivement de retrouver très rapidement des problèmes, des problèmes de sécurité, des problèmes dans tout ce qu'on développe et dans toutes les solutions qu'on met sur le marché, avec aussi la possibilité de les corriger, puisque évidemment, quand il l'a trouvé, on a maintenant la possibilité très rapidement de lui dire de faire des corrections. Là où j'ai parfois un peu des questionnements, c'est dans tout cet aspect, tu en as parlé un petit peu, des aspects de bac à sable, donc d'isolement en quelque sorte de ces environnements-là, pour que ça reste effectivement soit au sein de l'entreprise qui est en train de faire les tests. On l'a vu d'ailleurs dans la presse il y a quelques jours aussi, quelques semaines, où tu as des IA qui sont, alors qu'elles sont censées rester dans leur propre environnement de travail, le fameux bac à sable complètement limité, elles arrivent parfois tout doucement à essayer de contourner quelques règles et pouvoir aller un peu plus loin dans le système pour pouvoir essayer de sortir et de retrouver ça. Donc c'est plus cette limite-là où on va retrouver, je pense qu'il y a des solutions qui vont exister ou qui existent peut-être déjà, mais c'est où vont se retrouver effectivement ces limites entre ce qui existe, ce qui va être développé et où tout ça va se mettre en place, quoi. Un des garde-fous qui a été mis en place pour ça, c'est justement, et je ne l'avais pas précisé, que cette IA ne sera pas disponible pour tout le monde. Elle sera disponible principalement pour des agences de cybersécurité, etc. Donc, dans un premier temps, ils vont en tout cas limiter l'accès à cette plateforme. Ok, bon, tout ça me semble très clair, comme toujours. Si vous n'avez pas trouvé ça très clair, ou si vous voulez plus d'informations, je vous le rappelle, on partage, comme chaque fois, pour chaque épisode et pour chaque sujet, les sources qui nous ont aidés à compiler donc, cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. S'il vous plaît. Oui ? Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Autre facette du personnage, Denis, le gaming. On va parler console. Console PS, PlayStation en l'occurrence, Denis. La PS5, c'est, paraît-il, la fin des jeux physiques et peut-être aussi le début de la révolte chez les vieux gamers comme certains sont, c'est pas mon cas, mais comme tu l'es peut-être. Pas du tout, je suis pas très joueur, mais j'ai vu la news qui était vraiment intéressante. Je me dis tiens, ceux qui me connaissent vont dire non, ils jouent pas, effectivement. Mais par contre, l'actualité, je la trouvais pas mal, quoi. Mais c'est plus une réflexion déjà à la base, de manière un peu entre guillemets philosophique qu'on se posait. Et si je vous pose la question, c'est vous achetez un jeu aujourd'hui, un jeu sur Steam, un jeu Sony, on va parler un peu de PS5, ou un jeu Xbox, Microsoft. Et imaginons que le jeu Microsoft, Steam, ferme ce jeu que vous avez acheté. La question, c'est est-ce que c'est encore votre jeu ? Et donc, c'est un peu toute cette discussion-là, quoi. Cette question, elle paraît simple à la base parce qu'on achète, et c'est souvent comme ça maintenant qu'on achète des jeux. On les achète en ligne et autres. Mais pourtant, c'est aujourd'hui au cœur d'une véritable révolte, entre guillemets, de joueurs PlayStation. Parce qu'en fait, depuis quelques jours, il y a un sujet étrange, est sorti dans la presse et dans le monde du jeu vidéo, c'est la possible disparition des jeux PlayStation en version physique. C'est ce qu'a annoncé Sony par rapport à ses jeux PS5, et ça reste aussi dans un mouvement maintenant, suite à ça, un mouvement de boycott qui s'organise actuellement chez certains joueurs. Alors, pour comprendre peut-être d'abord la situation, il faut remonter au début du mois de juillet. Sony a annoncé qu'à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux PlayStation ne seraient plus commercialisés sur disque. Actuellement, en général, on a la possibilité de les acheter, mais souvent on le fait de manière online, mais là, on n'aura même plus cette possibilité. Et donc, à la place, les joueurs auraient uniquement accès à des versions numériques, téléchargées depuis le PlayStation Store, par exemple, ou des boîtes contenant simplement un code de téléchargement. Alors sur le papier, on se dit c'est une évolution, une simple évolution technologique. Après tout, aujourd'hui de plus en plus de joueurs ils téléchargent déjà leurs jeux. Sony explique d'ailleurs que cette décision reflète l'évolution des habitudes et on pense effectivement qu'on est un peu dans cette manière de voir aussi. Mais pour une partie de la communauté, cette annonce elle est vécue plus comme une véritable rupture.
Alors, pourquoi ? Parce qu'un jeu physique, c'est pas seulement un moyen d'installer le jeu, c'est aussi un objet qu'on possède réellement. On peut le prêter, le revendre, le collectionner ou simplement l'exposer dans sa bibliothèque. Et quand tout devient numérique, certains joueurs ont parfois l'impression de ne plus acheter un produit, mais uniquement une licence d'utilisation qui pourrait, dans certains cas, disparaître. Et cette inquiétude, elle ne concerne pas uniquement des collectionneurs, elle touche également les défenseurs de la préservation de jeux vidéo. Beaucoup craignent qu'un futur entièrement numérique rende plus difficile la consommation des jeux sur le long terme, surtout lorsque des serveurs ferment ou que certains contenus ne sont plus disponibles. Et cette inquiétude, j'ai envie de dire malheureusement, c'est pas seulement de la théorie, parce qu'il y a quelques années, plusieurs jeux sont devenus totalement injouables après la fermeture de leur serveur. Par exemple, c'est le cas d'un jeu emblématique, c'est celui de The Crew, qui est un jeu de course publié par Ubisoft en 2014. Et bien qu'il proposait principalement un contenu solo, il nécessitait une connexion permanente au serveur de l'éditeur. Et lorsque Ubisoft a fermé ses serveurs le 31 mars 2024, le jeu est devenu totalement inaccessible, y compris pour les joueurs qui l'avaient acheté légalement sur boîte, sur CD, quoi. Et donc cette décision, elle a provoqué une vague de critiques et elle a même donné naissance à un mouvement qui s'appelle le Stop Killing Games, qui réclame une meilleure protection des consommateurs et la possibilité de continuer à jouer à des jeux achetés après leur arrêt commercial. Donc pour beaucoup de joueurs, la disparition progressive du support physique, ça renforce justement cette crainte. Acheter un jeu reviendra-t-il demain à louer un accès temporaire plutôt que posséder réellement une œuvre ? Alors la réaction des joueurs, elle s'est pas fait attendre. Il y a une pétition internationale baptisée Don't Kill the Disc qui a rapidement dépassé les 350 000 signatures. Si je regarde à l'heure d'aujourd'hui, on est à plus de 364 000 signatures. Et des abonnés ont annoncé la résiliation de leur abonnement PlayStation Plus. Mais récemment, ce mouvement a franchi une nouvelle étape avec l'apparition d'un hashtag qui est le hashtag PS Blackout. L'idée, elle est simple, organiser une semaine de boycott de l'écosystème PlayStation. C'est-à-dire, si ça vous intéresse et si vous êtes dans cette vague-là aussi, en fait, du 23 au 30 août, les participants sont invités à ne pas allumer leur console, ne pas se connecter au PlayStation Network et à ne rien acheter sur les plateformes de Sony. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les revendications, elles dépassent largement la question du support physique en lui-même, parce que les organisateurs critiquent également plusieurs décisions récentes de Sony, fermeture de certains studios, l'accent mis sur des jeux services, ou encore l'absence de retour de certaines licences historiques appréciées par les joueurs. Et pour eux, la fin du disque, c'est que la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase. Alors maintenant, une question, c'est est-ce que ce boycott peut-il vraiment avoir un impact ? Bon, les organisateurs espèrent qu'une baisse visible de l'activité sur les services PlayStation, ça attirera l'attention de Sony et surtout des investisseurs. Mais bon, la tâche, elle est quand même loin d'être simple, parce que Sony revendique plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Alors maintenant, 360 et encore qui ont signé, à voir s'ils vont le faire, on verra. Donc convaincre une partie significative de la communauté de se déconnecter pendant une semaine, ça reste quand même un fameux défi, quoi. Mais bon. Au-delà du cas PlayStation, ce débat, en fait, il illustre une tendance plus large que l'on observe dans de nombreux secteurs culturels. On l'a déjà vu avec la musique, avec les films, les livres numériques. La question, c'est plus seulement comment consommer du contenu, quoi. C'est aussi qu'est-ce qu'on possède réellement lorsqu'on achète quelque chose, que ce soit un livre sur Amazon, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. C'est toute la question de la dématérialisation de tous ces médias, jeux vidéo, films, tu le disais, musique, c'était... premier cas est évidemment le plus connu, et avec toujours des parades parce que en musique particulièrement, enfin un domaine qui me touche particulièrement, mais c'est vrai que l'objet, le vinyle d'origine de l'album, avec la pochette, avec voilà tout le décor qui va avec, ça a une valeur pour l'utilisateur. Moi, je connais des gens qui ont acheté des albums en double juste pour avoir le plaisir d'en conserver au moins un intact dans son cellophane d'origine, parce que sont des vrais fans et des vrais collectionneurs. J'imagine que dans le jeu vidéo, c'est à peu près la même chose. On le voit avec je voyais encore un collectionneur en Belgique qui a tous les jeux vidéo possibles qui sont sortis. Il lui en manque peut-être 10. Voilà. Et c'est chouette d'avoir des gens comme ça qui, en plus de ça, deviennent un peu des référents historiques, entre guillemets. Hein. C'est un peu de l'archéologie du jeu vidéo. C'est le cas aussi en matière de films. Quoique là, la vidéo sur cassette VHS, on sait ce que ça valait.
Voilà. Le DVD a eu moins, on va dire, d'impact sur l'utilisateur que le CD ou le vinyle en matière de musique ou que effectivement le CD-ROM en matière de jeu. Je sais pas ce qu'en pense Xavier. La dématérialisation, et alors vient avec ça aussi, tu as raison Denis de le signaler, la propriété. On a acheté quelque chose, on a acheté un bien, et c'est à nous. Et là, on se sent un peu locataire de ces médias. Oui, on est locataire. On achète une licence. On n'est pas propriétaire, que ce soit des livres. On achète un livre sur Amazon, on n'est pas propriétaire du livre. Xavier. En fait, c'est un débat qui n'est pas tout neuf, et il y a une problématique qui a été soulevée notamment par les utilisateurs de Steam, c'est que une fois qu'une personne décède, les jeux qu'il a achetés sont liés à son compte et on ne peut pas les transmettre aux enfants. On a déjà parlé de ça une fois, il me semble. Donc en gros, c'est perdu. Et c'est exactement une problématique qui est liée à la dématérialisation des jeux, puisque ici, la personne qui décède ne s'est pas léguer ces bibliothèques qui valent parfois des centaines ou des milliers d'euros. Même des fois céder, le revendre ou le donner à quelqu'un, c'est des fois c'est souvent totalement impossible, quoi. Oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est un point qui est un peu dommage. C'est vrai que parce qu'aujourd'hui, quand on achète un jeu qui est sur disquette, sur carte mémoire ou autre, on peut le revendre, on peut le donner, on peut le laisser à ses enfants, ils peuvent jouer sur leur console à eux, sur leur PC à eux. Ici, c'est lié à un compte, et donc à moins de donner l'accès au compte, et ce compte est supprimé quand la personne décède. Donc voilà, c'est une vraie problématique pour les joueurs. Je pense qu'ils auraient dû penser, tous, en matière de musique, de films, de jeux vidéo, penser à un espèce d'artefact qui dit, voilà, vous êtes propriétaire du jeu, une carte à jouer, par exemple, ou je ne sais pas, n'importe quoi, mais qu'on ait quelque chose en main de physique. Parce que c'est ça qu'on réclame, en fait. C'est aussi ça. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça, Denis. Oui, non, tout à fait, mais il y a l'aspect ici, plus dans ce que rétorque, c'est l'aspect désactivation du jeu. Aussi, parce que le fait d'avoir quelque chose, si à un moment donné le jeu doit toujours être connecté à un serveur et qu'on coupe le serveur pour X raison, on est quand même embêté, quoi. Donc il y a cet aspect-là aussi, il y a l'aspect propriété pour un aspect de collection, un aspect d'héritage, on va dire, et de suivi, mais il y a un aspect de simplement pouvoir jouer à quelque chose qu'a priori tu as acheté, quoi. Aujourd'hui, j'achète quelque chose, je voudrais que dans 10 ans, dans 20 ans, je puisse continuer à jouer. C'est un changement de paradigme, et il est vrai dans le domaine culturel, ici, le jeu vidéo, le film, la vidéo, la musique. C'est vrai aussi dans toute l'industrie de manière générale, hein. Quand on achète une voiture aujourd'hui, c'est une voiture connectée. On l'achète certes, mais on la loue plus qu'on l'achète, hein, puisqu'il y a des services qui vont avec. Certaines marques vous imposent de la publicité dans le tableau de bord au moment où vous vous y attendez pas. Enfin, des choses comme celle-là, on sent bien qu'on n'est plus pas vraiment chez nous non plus, puisqu'il y a une caméra qui est active pour différentes raisons techniques valables, mais aussi pour d'autres plus obscures. Voilà, on est dans un drôle de monde. Dans beaucoup de domaines. Hein. Et dans plein de domaines. Dans beaucoup de domaines. Hein. Je prends un cas qui me vient en tête comme ça. Ma femme a acheté il y a quelques semaines un aspirateur nettoyant automatique, là, tu vois, les petits robots qui roulent. Ouais. Première chose qu'il fait, il se connecte sur Internet, il scanne la maison, etc. C'est ce que Xavier avait eu avec son premier aspirateur robot, on s'était posé la question, effectivement, mais jusqu'où peut-on aller Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si dans 10 ans, le service en question est coupé parce que pour eux, c'est plus rentable? Mon aspirateur, il fonctionne ou il fonctionne plus? Oui, c'est ça. Alors, j'ai un sujet là-dessus qui en fera peut-être d'ailleurs un dossier prochainement, on verra. Mais voilà. Parce que, Xavier fait du rétro-engineering sur des appareils qui ont été abandonnés aussi. Voilà. Mais on aura peut-être l'occasion, effectivement, d'en reparler, parce que c'est intéressant, ce genre de choses aussi, de pouvoir récupérer une ancienne montre connectée, de pouvoir récupérer, on se rappelle du lapin Nabastag, dont beaucoup de gens se sont retrouvés orphelins et font trôner ce lapin qui était un lapin communicant, stylisé, d'origine française d'ailleurs, et ça trône encore sur leur étagère, mais c'est inerte parce qu'il y a plus de serveurs, il y a plus, etc. Et des gens le font revivre ou revivoter entre guillemets pour quand même en tirer un certain plaisir. On va passer à la suite si vous le voulez bien.
Pimpon, pimpon, P comme police. Denis, une police pour lutter contre le scrapping des IA Child Fund. Child Fund, pardon. Child Fund. Mais c'est pas Denis. C'est pas Denis, oui, je me doutais que j'allais me tromper. J'ai pas les noms. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, en fait, c'est... quand on dit police, c'est évidemment une font. Des designers ont créé Child Font. Donc, c'est littéralement, si on traduit, c'est une police d'écriture bouclier qui est open source donc et qui va avoir pour objectif de rendre les textes plus difficiles à récupérer et à interpréter correctement par les systèmes d'IA. Donc l'idée c'est que si vous générez du texte avec des IA, il soit difficilement volé, interprété, lu par des IA, ce qu'on appelle le scrapping. Alors on le sait, il y a des robots qui parcourent massivement Internet pour récupérer ou voler, on pourrait dire, des articles, des livres, des pages web, toutes sortes de contenus qui peuvent ensuite servir à entraîner ou alimenter des modèles d'IA. Et les créateurs de Child Fund proposent donc une nouvelle approche qui est un peu originale, c'est modifier la façon dont les lettres sont dessinées sans que le texte devienne réellement illisible pour un humain, mais avec des petites subtilités quand même pour que les IA aient plus difficile à les lire. Donc c'est en gros faire en sorte qu'une machine qui tente de faire de l'OCR, donc de la reconnaissance de caractère, est plus difficile, met plus de temps ou n'arrive tout simplement pas à le faire. Donc c'est pas un chiffrement, c'est vraiment un texte qui est lisible pour l'humain mais qui est pénible pour la machine. D'accord. Alors, pour moi, c'est vraiment pas une protection absolue parce que aujourd'hui, si une IA est suffisamment sophistiquée ou si on l'entraîne justement spécifiquement pour reconnaître cette police de caractère-là, eh bien, elle va pouvoir très facilement contourner ce problème-là. Un autre problème existe, c'est que si on utilise un texte sur le web et qu'on le met en HTML avec cette police-là, ben, il suffit que l'IA consulte le code HTML pour pouvoir déchiffrer le message tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que c'est malgré tout intéressant? Ça va être plutôt intéressant pour des images qu'on génère et qui intègrent du texte. Donc là où le texte ne se retrouve pas par exemple dans le code ou dans un article. Donc c'est plutôt pour quand vous allez générer, par exemple, une image avec un panneau, eh bien, qu'on ne sache pas lire ce qui est sur le panneau. C'est plus dans ces cas-là que ça va être et moins intéressant. Que dans du code, enfin du texte textuel, enfin des caractères, en gros, dans du code HTML, quoi. C'est ça. Et donc, c'est très différent des contre-mesures un peu techniques avec des solutions comme le fichier robots.txt qui dit aux IA, merci de pas venir chercher mon contenu. Ici, ils vont plutôt dire, tu peux venir le chercher, mais je vais essayer de te rendre ton travail beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, bon, le projet est open source, hein, donc c'est disponible sur GitHub. Donc, on va pouvoir l'étudier, l'utiliser, etc. Moi, je suis vraiment prudent sur l'efficacité de cette chose-là parce que d'après moi, il suffit d'entraîner un peu des IA et ça va très vite être contourné, quoi. Donc je suis voilà. L'initiative est louable, mais est-ce qu'elle va rester efficace longtemps? Je ne crois pas. C'est un petit peu comme les fameux je reviens plus sur le nom maintenant, les CAPTCHA. Les CAPTCHA, où en fait, quand vous mettez un CAPTCHA dans ChatGPT, il vous dit, alors ça, c'est un CAPTCHA qui indique tel chiffre destiné à ce que les IA ne sachent pas le lire. Bon, voilà, c'est un petit peu le même principe, je crois. Moi, ce qui m'inquiétait dans cette info-là, parce que c'est très bien, enfin, je veux dire, c'est louable, enfin, on peut creuser la question philosophiquement, machin, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça m'aurait embêté que ça empêche une certaine catégorie de gens qui vont sur Internet, qui vont sur le web et qui lisent des pages web, que sont les malvoyants ou les non-voyants, et qui ont besoin d'outils OCR efficaces pour justement leur permettre, alors pas dans tous les cas, parce qu'il existe également des solutions de clavier braille par exemple et des choses comme ça, mais ça m'aurait chagriné que ça empêche une partie de la population d'avoir accès au contenu. Si effectivement c'est beaucoup plus ciblé que ça, tant mieux. Denis, tu voulais rajouter un truc?
Oui, non, je suis assez perplexe aussi, un peu comme disait Xavier. C'est à partir du moment où on a des IA qui évoluent à une vitesse phénoménale de semaine en semaine, qu'en plus de ça, on nous donne, tiens, voilà le problème, entre guillemets, mais il est mis en open source, donc on vous laisse le temps de l'analyser. Mhm. Je pense effectivement que ça va être quand même assez rapide pour que les IA soient entraînées sur ce genre de police de caractère ou ce genre de système, ou trouvent des systèmes de contournement pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, à tester, peut-être que dans certains cas, peut-être que certains types d'IA, puisqu'évidemment on a différents niveaux aussi, on n'est pas non plus avec des IA qui sont toutes avec des niveaux très performants. Donc ça peut être intéressant, mais je doute que ce soit réellement la solution cryptographique. Oui, c'est pas ça. le cas, mais la solution la plus adaptée. On se comprend, Alors, mais il y a quand même une démo sur le GitHub qui laisse penser que, j'ai pas analysé tout le code, mais qui laisse penser que les IA liraient quelque chose de tout à fait différent, quoi. Donc, à voir. Vous pouvez aller sur le GitHub, on fournit le lien évidemment. Bien sûr, comme toujours, on vous met les sources et les liens vers les articles dont on puise l'information. Merci pour cette news, Police. Oui, des fois, il faut que je vous le dise. L'abécédaire, normalement, il y a un ordre, mais des fois, c'est en désordre. Parce que la lettre J, qui viendrait après la lettre P et avant la lettre R, ça me semble un peu particulier quand même. Donc, on va resserrer les boulons pour la rentrée de la saison 2013. On va remettre tout ça. Je vais faire un visuel ou quoi avec les frises comme il y a dans les écoles. Je vais assumer, c'est de ma faute. Vous voyez dans les frises dans les écoles primaires là, tu vois, au-dessus du tableau, l'alphabet avec les minuscules, les majuscules. Je vais vous faire ça pour la rentrée. Donc on est à la lettre J, comme JavaScript. J après P, tout à fait. Voilà. Et donc on va parler de. Alors c'est pas Kiev. Enfin si, c'est Kiev, mais ça c'est pas comme Kiev. C'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre, et ça n'a strictement rien à voir. Ici, ce Kiev-là, il a semé la panique justement dans l'écosystème JavaScript. Oui, voilà. En fait, je vais quand même rester dans le développement, mais pas que, puisqu'ici on va quand même parler d'un incident de cybersécurité, mais on va vite retomber sur un aspect logique de développement de logiciels. Enfin, dès qu'on parle de technologie, il y a forcément des logiciels en général qui tournent un peu autour, enfin dans beaucoup de cas. Et donc, il y a quelques jours, effectivement, on a parlé d'un incident de cybersécurité qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du développement de logiciels. Alors, si vous n'êtes pas développeur, vous allez voir que cette histoire, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle montre aussi à quel point notre écosystème numérique, il repose sur toute une série de briques logicielles qui sont parfois méconnues. Et c'est ça que j'aimerais bien essayer de vous expliquer un petit peu. Des briques méconnues, mais souvent essentielles quand même. Il faut que ça fonctionne à la fin, quoi. Donc, avant de commencer, il faut savoir que presque tous les sites Internet du monde fonctionnent grâce à un langage de programmation qui s'appelle JavaScript. On l'a cité, vous le savez probablement. Et donc, quand vous cliquez sur un bouton, vous ouvrez un menu, remplissez un formulaire, consultez une application, Gmail, Teams, Facebook, dans votre navigateur, il y a de grandes chances qu'il y ait du code JavaScript qui soit totalement, soit en grande quantité, soit en train d'être exécuté derrière. Et donc, en tant que développeur, on va utiliser des bibliothèques qui ont été développées en JavaScript. Et donc, l'incident dont je vais vous parler ici, ça concerne une bibliothèque qui s'appelle Kivy, K-E-Y-V. Mm-hmm. Je suppose que ça se prononce comme ça. Donc, c'est la clé V. Une petite bibliothèque JavaScript, en fait, qui est utilisée pour stocker des données, clé-valeur, tout simplement. Donc, clé-valeur, key-valeur. Elle stocke ses données simplement en mémoire ou dans une petite base de données, mais c'est tout petit parce que cette bibliothèque-là, elle fait 12 kilooctets. Donc, c'est vraiment minuscule dans le développement d'une application. Donc, ça paraît en fait anodin comme bibliothèque. Pourtant, cette bibliothèque Kivy, elle est présente directement ou indirectement dans un nombre colossal d'applications web modernes. À titre d'exemple, chaque semaine, ce petit morceau de code de 12 kilooctets, il est téléchargé toutes les semaines plus de 130 millions de fois pour mettre à jour des applications, des systèmes, etc. Et ça, évidemment, vu ce nombre-là de quantité de téléchargement, c'est pas le plus important, mais c'est quand même déjà pas mal, quoi. Quand on voit ce nombre-là, ça intéresse évidemment les hackers ou les pirates. Et donc, en fait, le principe du développement, il est particulier en JavaScript, il est particulièrement utile en JavaScript, c'est pourquoi refaire la roue quand elle existe déjà et librement en plus. Et donc, un développeur se retrouve donc généralement avec une chaîne de petits composants existants qu'il tire dans son logiciel global.
Quand on développe quelque chose, on va regarder, tiens, j'ai besoin d'enregistrer des données clés valeurs dans mon application, ça existe déjà, je ne le redéveloppe pas, c'est récupéré et je l'utilise. Il se passe, c'est le 4 août 2026, plusieurs sociétés de cybersécurité, ils ont lancé une alerte. Une version compromise de Kivy avait été publiée sur le site web NPM. Alors NPM, c'est la plateforme qui héberge en gros la majorité des bibliothèques JavaScript utilisées par des millions de développeurs dans le monde. Et selon les premières analyses, l'attaquant aurait réussi à prendre le contrôle du compte GitHub du mainteneur du projet. Le hacker a ainsi pu injecter du code malveillant dans une nouvelle version du package, mais là où il a été encore plus loin, et c'est là où ça devient vraiment plus inquiétant, c'est que cette mise à jour malveillante, elle semblait parfaitement légitime, parfaitement normale, parce qu'il a récupéré tous les certificats de signature originale et valides du développeur, tous les processus de publication habituels, et il a donc pu publier une nouvelle version hackée, on va dire, du système sur le serveur tout à fait normalement, quoi. Donc il était presque impossible de distinguer cette version infectée d'une mise à jour normale. Et une fois installé, en fait, ce package lançait discrètement un script avant même la fin de son installation. Ce script téléchargeait ensuite un programme malveillant plus important, capable de récupérer de nombreux secrets présents sur la machine du développeur ou sur le serveur, donc c'est-à-dire des jetons GitHub, des identifiants divers, des clés d'accès à des services cloud comme Amazon, Microsoft Azure ou des clés privées. Et le plus spectaculaire, c'est son mode de propagation. Les chercheurs ont rapidement identifié un comportement de type vers informatique. C'est-à-dire que le malware ne se contentait pas d'espionner la machine compromise, il utilisait aussi tous les identifiants volés pour compromettre d'autres packages sur la machine du développeur et les republier à leur tour avec du code malveillant. Résultat, l'attaque elle s'est propagée à une vitesse impressionnante. D'après la société Aikido Security, citée par plusieurs médias spécialisés, au moins 868 packages répartis sur plus de 1300 versions avaient déjà été compromises juste après quelques heures seulement après le début de l'attaque. Alors pourquoi c'est préoccupant ? D'abord parce que beaucoup de ces bibliothèques ont des dépendances invisibles. C'est-à-dire un développeur, on n'installe pas nécessairement Kivy directement sur sa machine. En revanche, il utilise des outils qui dépendent eux-mêmes d'autres bibliothèques qui dépendent en bout de course de cette petite bibliothèque Kivy. Donc c'est ce qu'on appelle des dépendances transitives. Les composants sont très populaires, eux-mêmes utilisés par des outils largement adoptés par la communauté JavaScript, et ils se sont retrouvés dans la chaîne de contamination, sans même le vouloir et sans même avoir rien demandé à personne au départ. Et donc cette attaque, elle rappelle en fait une réalité parfois oubliée, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des logiciels qu'on utilise reposent sur des milliers de projets open source maintenus parfois par quelques personnes seulement. Et lorsqu'un attaquant parvient à compromettre juste un des maillons stratégiques, l'impact il devient colossal, gigantesque au niveau de la récupération de ces données et de la distribution en quelque sorte de ces données. Il y avait eu déjà un cas comme ça de bibliothèque, il y a quelques années maintenant, je ne sais plus de quelle bibliothèque il s'agissait, aussi très connue et très utilisée par les développeurs. Donc c'est quand même un point, c'est pas quelque chose qui est exploité régulièrement, cette faille-là, mais quand même on sent que c'est névralgique, quoi. Xavier, un mot peut-être. C'est critique et c'est pas si facile que ça à corriger parce qu'on aurait tendance à se dire il suffit de se mettre à jour pour éviter ça, mais c'est justement ici en se mettant à jour qu'on est infecté. Donc après il faut effectivement se mettre à jour pour corriger la faille, mais donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Il faut se tenir informé sur les projets qu'on utilise. En fait c'est la meilleure option qu'on a, c'est de suivre comment évoluent ces projets là, quoi. Mais il faut faire propager aussi le correctif, puisqu'il a fait tâche d'huile à une vitesse quand même importante. Il faut arriver à lancer le correctif assez vite, parce que sinon on ne rattrape jamais cette tâche qui se répand, quoi. En gros, c'est une image, mais... Et souvent, en fait, ce qui se passe sur les anciennes attaques, c'est qu'on s'attaquait à une bibliothèque qui était utilisée par beaucoup, et donc tous les programmes qui l'utilisaient, les applications étaient infectés. Mais ici, l'attaque, c'est de récupérer, donc d'avoir non seulement cet aspect-là, mais aussi de venir rechercher sur les machines des autres développeurs pour pouvoir réinjecter et on va dire ennuyer entre guillemets les autres bibliothèques. Et donc il va falloir corriger non seulement celle-là, ce qui a été fait, ça a été fait assez rapidement dès que c'était découvert, mais alors il faut aussi restaurer des versions saines des autres packages qui ont été eux aussi compromis et republiés par les organisations, quoi.
Quel casse-tête. Donc tout ça a été fait, mais voilà. Effectivement, c'est un casse-tête. L'IA peut pas nous aider dans ces cas. À mon avis, il y a de l'IA pour le détecter. Quoi. Ça, oui, c'est ça. Une chose à retenir, à mon avis, c'est surtout de mettre à jour le plus fréquemment possible les applications et les outils de développement avec lesquels on travaille. Quoi. Ne jamais trop attendre en se disant, bon, ça attendra bien demain. En général, pas laisser traîner au lendemain. Parfait, on a appris un truc de plus et on va raccrocher maintenant notre abécédaire à la lettre R. R comme RAM, la RAM et la pénurie de RAM. Il y aurait peut-être un mieux en 2027, paraît-il, Xavier, mais on a déjà parlé de cette pénurie qui est d'ailleurs liée intrinsèquement à l'IA aussi. Cette pénurie de RAM est quelque part organisée, mais voilà. Alors, il y avait un petit point d'interrogation dans le titre, et en fait, non, on va pas vers un mieux en 2027. Alors, j'avais déjà parlé de cette pénurie de RAM lors de ma dernière intervention dans les technos. Donc, brièvement, on sait qu'en fait, il y a une pénurie de RAM parce que l'IA utilise énormément de mémoire, des quantités gigantesques de mémoire, notamment la HBM, qui est la High Bandwidth Memory. Et donc, en fait, toutes les capacités industrielles qui sont utilisées pour fabriquer de la mémoire plus classique, comme la DDR4 et la DDR5, sont mobilisées. Alors, il y a un bruit qui court pour le moment, comme quoi, en fait, c'est des sources industrielles qui annoncent ça, donc c'est pas encore une news officielle des fabricants, mais il y a quand même une annonce qui dirait qu'il y aurait plus une seule barrette de RAM disponible en 2027, c'est-à-dire que tout le stock qui va être fabriqué en 2027 serait déjà réservé. Donc on se retrouve dans une situation qui est très similaire à la pénurie des composants qu'on a connue il y a quelque temps. Ici, on parlerait de RAM-pocalypse. C'est le nouveau terme qui a été qui a été utilisé pour ça. Et en fait, c'est des fabricants, c'est les trois principaux fabricants mondiaux. C'est Samsung, que tout le monde connaît. Il y a SK Hynix. Et moi, j'ai regardé sur des vieilles barrettes de RAM, c'est très souvent ce fabricant-là. Il y a Micron également qui serait concerné et qui aurait donc déjà vendu ou réservé la totalité de leur capacité de production. Donc c'est un vrai problème parce que pour les gens qui veulent acheter de la RAM classique, en fait, ce qui se passe, c'est que ces sociétés ont moins d'intérêt à fabriquer cette RAM-là parce que les sociétés qui font de l'IA sont prêtes à payer beaucoup plus cher pour des mémoires qui sont certes qui sont différentes de celles-là, mais seulement pour mettre en production des RAM plus classiques. Ça nécessite vraiment des usines, des outils, des chaînes de production qui sont très compliquées à mettre en place et ça se fait pas en un an. Donc c'est pour ça que la pénurie pourrait vraiment atteindre un niveau historiquement bas. Pour vous donner un exemple, parce qu'on en discutait un petit peu en off entre nous, le prix des barrettes de RAM a vraiment déjà connu une hausse spectaculaire, puisque si on prend certaines références de DDR4 ou DDR5 par exemple, en un an, le prix a parfois triplé, voire plus, parce que si on prend par exemple un kit DDR4 3600 de 64 Go, ce qui équipe la plupart des jeux, des PC de gaming ou bien des PC pour des sociétés qui font un peu de production vidéo ou autre, ça tournait aux alentours des 200 €, ce qui était vraiment abordable pour un usage professionnel ou bien pour un usage intensif. Et maintenant, ça peut atteindre parfois 1 000 € pour le même produit sur certaines offres, alors qu'on est des mois, voire un an après. Alors que historiquement, les prix dégringolent. On avait plutôt une tendance où on pouvait s'acheter pour le même prix des capacités ou des performances bien plus importantes. Et ça touche évidemment pas que nos PC, ça touche les smartphones, les ordinateurs portables, les micro-PC, les consoles, les serveurs, les voitures, tous les objets connectés, et même les SSD commencent à être impactés parce que ça touche aussi les puces NAND qui sont utilisées notamment pour fabriquer les SSD qui sont sous pression. Donc on parle vraiment d'une apocalypse et en 2027, apparemment ce sera pas beaucoup mieux. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que l'IA fait exploser la demande de mémoire, mais pour améliorer ça, on a besoin encore d'autres ressources et en fait la demande ne fait qu'augmenter, quoi.
Je vous confirme parce que le podcast tel qu'on l'enregistre, puisque vous le savez, on a repris nos versions vidéo, il était temps de réinvestir dans une nouvelle machine. Je me suis demandé sur les 64 Go de RAM si j'allais pas en placer 2 en banque. 32 en banque parce que je pense que j'ai pas la facture sous la main, mais les 64 Go de RAM DDR5, je pense que je les ai bien payés 700 ou 800 euros, quelque chose comme ça. Alors que effectivement le prix il y a quelques mois c'était aux alentours des 250, 300 euros, certainement pas plus. En fait, il y a peut-être moyen de se faire de l'argent. Hein. Tu reprends de la RAM que tu avais achetée, tu la revends l'année prochaine. Mais ça, un an ou deux, et puis plus la carte graphique, le GPU qui lui aussi a augmenté, pas dans les mêmes proportions, mais tout de même. En tout cas, les prix n'ont pas baissé. Faut être très clair. Ça vous met des machines. On pensait être un petit peu tranquille du côté d'Apple parce que la RAM était déjà surcotée, on va dire, chez Apple. Malgré tout, ils ont augmenté leurs tarifs aussi, des fois jusqu'à 15-20%, je pense, sur certaines configurations, et c'est pas prêt de diminuer. Donc, on verra avec les nouveaux modèles qui vont sortir s'ils feront un effort de ce côté-là, mais après ce que tu expliques, ça me semble être mal barré. Et il y a une autre tendance aussi sur lesquelles les fabricants parlent moins, mais les constructeurs d'ordinateurs, donc les HP, toutes les marques, ont tendance maintenant à proposer des configurations de base moins fournies en RAM, pour conserver les mêmes prix. Donc on est vraiment dans une tendance qui s'inverse. Pendant des années, le prix de l'informatique a diminué. Ici, c'est en train de... Ça, c'est assez rigolo parce que quand on voit les arguments, vous savez, finalement, la RAM, c'est pas si utile que ça. 16, c'est assez. C'est ce qui fait assez rigoler parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, on dit non, il faut 32 et si vous pouvez 64, c'est encore mieux. Mais oui, mais quoi alors ça dépend ce qu'on fait avec sa machine, évidemment. Hein. Denis, c'est pas toi qui diras le contraire. La RAM, ça peut être utile, mais pas toujours, effectivement. Ouais, non, mais c'est ce qui est inquiétant, non. Moi, ce qui me surprend, c'est effectivement ce changement. On était effectivement, comme tu le disais, depuis des années, plus on avance, moins on paye cher pour avoir des configurations de plus en plus puissantes. Et là, on se retrouve dans un processus inverse et ça fait mal. Et il va falloir réfléchir. On y réfléchit déjà à des optimisations, alors qu'avant, on rajoutait une barrette de RAM et on réglait le problème. Maintenant, on va pouvoir régler les problèmes autrement en réfléchissant un peu plus à ce qu'on développe et à ce qu'on crée. Et comment on le développe aussi, parce que c'est des choses dont on a déjà parlé et on en reparlera certainement dans nos épisodes. C'est qu'effectivement, c'est une question d'optimisation de code aussi. Et là, peut-être que l'IA, de nouveau, va pouvoir nous donner un coup de main dans ce sens-là, parce que effectivement, avec une débauche de moyens matériels, certains développeurs se sont un peu encroutés et n'ont peut-être pas été au bout de l'idée en tapant leur code et en se disant, de toute façon, comme tu disais, ils rajouteront une barrette de RAM en plus. Ouais, c'est ça. On était même incité à faire ça, puisque ça coûtait moins cher à l'époque de dire, on va racheter une barrette de RAM, même dans un serveur, 200 €, on rajoute une barrette de RAM, plutôt que de devoir passer 3 jours ou une semaine à faire un truc. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas non plus très, très, très malin, il faut le reconnaître. Voilà. On passe à la suite. À ce stade de l'épisode, même si on est à la lettre T, je peux déjà vous dire qu'il se terminera par un oui mais non. Et les anciens, les vieux auditeurs savent ce qu'est un oui mais non, évidemment. La lettre T, tout d'abord, avec le T comme trésorerie, c'est Alphabet qui a son premier flux de trésorerie négatif en plus de 20 ans. Ça doit faire bizarre quand même, quelque part à Mark Zuckerberg de dire, tiens, avant le chiffre, il augmentait, et là, non, ça baisse. Oui, c'est ça. Ouais. Alphabet, c'est la maison mère de Google, non ? Alphabet, c'est Google, oui, donc Marc s'en fout. Mais il me semblait que chez Facebook, ils étaient un peu dans la même tendance aussi, parce que il y a quelque chose qui pompe le pognon derrière, qui brûle le pognon. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est un peu la raison, parce que j'ai vu plein d'articles passer, pas que Alphabet, on parlait, Facebook, il y a plein d'autres sociétés, il n'y a pas que Google derrière, mais d'un sujet qui m'a un peu titillé, alors que je ne suis pas du tout dans ce domaine financier non plus.
Mais ça m'a fait un peu réagir et j'ai creusé un peu la question, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Alphabet ou Google, son premier flux de trésorerie négatif en plus de 20 ans. Et en fait, donc, Alphabet, donc la maison mère de Google, elle a enregistré son premier trimestre de ce qu'on appelle un free cash flow négatif depuis son entrée en bourse en 2004. Alors, le free cash flow, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'étais un peu creusé. C'est donc le flux de trésorerie disponible et ça représente donc l'argent qu'une entreprise génère réellement après avoir payé toutes ses dépenses nécessaires à son activité et à ses investissements. Donc en simplifiant, le free cash flow, c'est l'argent qui reste dans la caisse après avoir payé les factures, les investissements nécessaires, etc. Donc une entreprise, elle peut afficher un bénéfice comptable positif, mais avoir un free cash flow négatif. Et c'est ce qui se passe un peu ici pour Alphabet. Par exemple, si elle vend beaucoup, mais que les clients ne payent pas encore, elle investit massivement dans des centres de données ou des usines. Ben voilà 2 exemples pour lesquels ça peut avoir des influences sur le free cash flow. Et donc, les nombreux investisseurs vont considérer que le free cash flow est plus un indicateur plus concret que le bénéfice, puisque l'argent, c'est vraiment l'argent qu'elle possède, quoi. Et donc, ce qui est surprenant ici, c'est que cette nouvelle, elle arrive alors que l'entreprise, elle vient de publier l'un de ses meilleurs résultats trimestriels de son histoire. Alors la question, elle est simple, c'est est-ce que Google est en train de dépenser trop d'argent dans l'IA et quel est le prix simplement à payer pour rester le leader technologique dans ce genre de techno, dans l'IA notamment, quoi. Donc pour bien comprendre, on va essayer de juste aller voir quelques chiffres. Sur le 2e trimestre 2026, Alphabet a réalisé un chiffre d'affaires de près de 120 milliards de dollars. C'est en croissance de 24% sur un an. Donc c'est énorme, hein. Les activités historiques continuent de très bien fonctionner. On recherche Google plus 17%, YouTube plus 13%, et Google Cloud, il explose avec une croissance de plus de 82%. Il atteint ainsi 25 milliards de dollars de revenus sur un trimestre. Bref, quand on regarde le business, tout semble aller pour le meilleur de monde. Mais par contre, le sujet qui a inquiété les investisseurs, c'est pas nécessairement le chiffre d'affaires, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est plutôt l'aspect rentabilité. Et ce n'est même pas la croissance, c'est le sujet, c'est le montant des investissements. Parce que pour soutenir le développement de l'IA, Alphabet a dépensé 45 milliards de dollars en investissement sur un seul trimestre. C'est plus du double de ce que l'entreprise investissait sur un an auparavant. Et ces dépenses, elles servent principalement à construire ou à agrandir des centres de données, acheter des serveurs, déployer des réseaux. Donc, toute la RAM dont on parlait avant, voilà, elle se retrouve là-bas, hein. Oui, c'est ça. Et donc, tout ça permet de renforcer évidemment les capacités de calcul au service de l'IA et du cloud. Et dans le même temps, l'activité opérationnelle de Google, elle a généré 39 milliards de dollars de trésorerie. Et donc, si on prend le calcul d'un côté, 45 milliards de dollars, 39 milliards, il y a un déficit, entre guillemets, du moins un free cash flow négatif de 6 milliards. Et c'est précisément cette statistique qui a retenu toute l'attention des investisseurs. Alors attention, la confusion elle est fréquente. Quand on entend cash flow négatif, on pourrait croire que Google perd de l'argent. Vous l'avez bien compris, c'est évidemment pas le cas du tout. Et mieux encore ici, le bénéfice net, il a dépassé les 112 milliards de dollars. Et là aussi, il faut être prudent, c'est une grande partie de ce montant, il provient de gains financiers liés à certaines participations détenues par le groupe, mais dans d'autres domaines que réellement sur lequel Google travaille, quoi. Et donc le débat, il porte sur autre chose. Le débat, il porte ici sur le coût de la course à l'intelligence artificielle. Depuis 2 ans, tous les géants technologiques, ils investissent massivement dans l'IA, que ce soit Microsoft, que ce soit Amazon, que ce soit Meta et Google. Mais jusqu'à présent, les investisseurs, ils acceptaient assez facilement ces dépenses parce que les revenus continuaient de progresser. Et aujourd'hui, on a peut-être atteint un point de bascule. Les marchés commencent à se demander, est-ce que c'est vraiment intéressant ? C'est-à-dire, quand des centaines de milliards de dollars d'investissement vont-ils générer de nouveau un retour concret ? Et c'est ça, en quelque sorte, qui les titille un petit peu. Cette situation un peu particulière, elle est intéressante, c'est que Google semble déjà voir les premiers résultats de ses investissements. Selon l'entreprise, près de 90%, 90% des sociétés de Fortune 100 utilisent désormais Gemini Enterprise sous une forme ou d'une autre. Et donc Google indique également que son application, elle compte des centaines de millions d'utilisateurs mensuels actifs. Et du côté du cloud, par exemple, les commandes, elles ont déjà dépassé les 500 milliards de dollars. Et donc ça montre que tous ces investissements, ils commencent réellement à avoir des retours, mais peut-être pas suffisamment rapidement par rapport à ce que le marché voudra avoir, quoi. Et donc si Google ralentit ses investissements, il risque de laisser passer les autres, Microsoft, Amazon, Meta, sans parler des autres pays, la Chine et autres, de prendre de l'avance. Et donc, ils investissent toujours de plus en plus et on n'arrête pas d'augmenter ces investissements. Ils ont d'ailleurs annoncé
que les investissements de l'année 2026 seraient relevés entre 195, 195 milliards et 205 milliards de dollars. Et l'entreprise a indiqué qu'elle devrait encore augmenter en 2027. Donc ils veulent toujours aller vers cette augmentation de technologie, on va dire, et d'investissement dans leurs serveurs pour essayer de rester dans le top du top, quoi. Est-ce qu'on ne serait pas devant une bulle ? Parce que c'est la question qu'on peut se poser, parce que ça rappelle quand même furieusement les débuts du web, les débuts des années 2000, où on brûlait de l'argent et il était bien important de dire qu'on avait investi énormément d'argent dans tel service ou dans tel futur site ou autre, etc. En disant, et tout le monde dit, c'était la course à l'échalote, tout le monde voulait mettre un maximum de pognon le plus vite possible, parce que personne ne voulait être mis sur le côté et rester les bras ballants sur le long du quai et de regarder passer le train passer. Et puis à un moment donné, ça ne pouvait plus aller. On dépensait plus d'argent que ça ne pouvait rapporter. Jusqu'où on investit, quoi, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Et ici, on est quand même devant un phénomène qui ressemble fort à une bulle qui à un moment donné va faire un énorme écrémage parmi tous ces investisseurs et tous ces services. Ça risque de faire. Alors, il restera toujours. L'IA sera toujours là. Elle va pas disparaître, hein, mais elle se spécialisera peut-être plus que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Voilà. En fait, il y a une question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un changement de modèle de l'industrie technologique ? C'est-à-dire pendant 20 ans, Google, surtout, a été une entreprise de logiciels et de publicité, alors qu'aujourd'hui, Google devient un géant des infrastructures d'intelligence artificielle. Donc voir ce changement, et forcément, si on veut devenir un géant des infrastructures, il faut construire des autoroutes de l'IA, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup plus cher avec surtout tout ce qui est en train de se passer aussi au niveau de la RAM et de tous les autres domaines en termes de matériel. Mais donc voilà, c'est peut-être ce changement-là aussi, quoi. On n'est plus dans du logiciel pur, on se retrouve vraiment dans un autre domaine. Je me rappelle, il y a pas tellement longtemps, Xavier, je ne sais pas si c'était avec toi ou avec un autre chroniqueur, mais on avait parlé de l'idée qu'un jour, peut-être, Google remplaçait son moteur de recherche par l'IA. Et je pense que c'était un des Sébastien qui avait dit « Oh, donc ça, c'est pas prêt d'arriver, ça va coûter trop cher. Une requête déjà, Google, ça coûte de l'argent parce qu'il faut des machines derrière. Alors, une requête IA, ça coûte 10 fois plus cher ou 20 fois plus cher, ça n'arrivera jamais. Là, ils en parlent de l'imposer. Voilà. Donc, les prix n'ont pas diminué, hein, d'après ce que je sais. C'est dans plusieurs domaines, hein, parce que par exemple, même sur Android Auto, c'est Gemini qui a commencé à remplacer l'assistant. Dans Google Assistant, c'est Gemini aussi qui prend la place. Donc, il y a de plus en plus. Ils l'ont intégré aussi. Je pense que c'est Gemini qui est derrière. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Par exemple, dans YouTube, pour les créateurs de contenu, pour faire de l'analyse en langage naturel, de questionnement, d'analyse de la data des audiences, c'est intégré même là. Donc, on regarde plus des courbes, on regarde plus des graphiques. On pousse sur un bouton, il nous dit vous avez eu un bon résultat cette semaine avec votre épisode des technos, vous avez fait plus de vues de ceci, les gens sont restés plus longtemps, vous devriez peut-être changer le début ou la fin. Enfin voilà, c'est devenu vraiment l'outil. Il nous l'impose pour aller chercher de la rentabilité, mais à un moment donné, pour aller chercher la rentabilité, ce qui va se passer, c'est que les tarifs vont exploser. Ou alors c'est la bulle qui va exploser, mais à un moment donné, on va payer le vrai prix de ce service. Et là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont tomber de leur chaise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une autre piste, ça pourrait être qu'ils mettent en location, si tu veux, les infrastructures qu'ils ont mis en place pour le moment, parce qu'il y a de plus en plus de sociétés qui vont se spécialiser dans certains domaines de l'IA, qui auront besoin de force de calcul, et peut-être que ces infrastructures-là seront mises à disposition pour faire ça, quoi. Je pense que c'est des IA spécialisées, on en a parlé déjà en médecine ou autre, ou même en ingénierie ou en informatique, dans des domaines mais spécialisés, mais l'IA générative, avec l'accès gratuit auquel on a actuellement, alors qui se limite de plus en plus.
plus, hein, on sent que il y a de moins en moins de possibilités de générer des images gratuitement. Il va falloir quand même mettre la main un petit peu à la poche, etc. On sent qu'on va de plus en plus vers ça, ce qui est assez logique. En même temps, rien n'est gratuit dans ce bas monde, on le sait bien. Et ça, à un moment donné, quand on va payer le prix réel de ce que ça coûte pour simplement poser une question un peu bébête, alors qu'en se grattant un petit peu le cerveau, on a la réponse de nous-mêmes déjà en tête. Là, je pense qu'on va redescendre un petit peu sur Terre. Tout le monde. Hein, Juste oui. un petit sondage, juste en nous trois ici. Peut-être que les auditeurs peuvent d'ailleurs nous donner des infos aussi. Quand vous devez faire une recherche à la Google, rechercher quelque chose, ça vous arrive encore d'aller dans le moteur de recherche ? C'est-à-dire de faire une recherche dans Google pour retrouver même un site web ou quelque chose ? Parce que moi, personnellement, je prends je sais pas Xavier, mais moi, j'utilise plus Google, mais j'utilise... voilà. Moi, je suis dans DuckDuckGo, mais qui utilise ChatGPT. Mais en général, moi, je fais une recherche relativement classique j'utilise peu en fait l'intelligence artificielle pour en tout cas de la recherche, quasiment pas, mais par exemple quand j'ai besoin de savoir un petit bout d'histoire, par exemple, d'où est originaire tel pays ou tel président, ou là c'est un peu plus vaste. Là je peux peut-être poser une question à une IA, ouais, peut-être. Mais souvent la réponse, si je pose la question à un moteur de recherche, que je mets les bons noms, etc., je vais me retrouver chez Wikipédia et j'aurai ma réponse aussi. Hein. C'est la source d'information. Donc voilà. Ouais. Xavier, de ton côté, moi, quand je recherche un élément précis, je vais utiliser par exemple aussi Quant ou DuckDuckGo pour avoir des choses qui sont moins tracées, quand c'est des trucs standards sur un produit ou autre. Et par contre, quand j'ai une question un peu plus générale, je vais utiliser Perplexity. C'est parfait. C'est en général qui marche assez bien, je trouve. Voilà. Par exemple, ça peut arriver pour croiser des informations, par exemple, d'un épisode et pour un petit peu l'agrémenter et trouver d'autres angles. Bah oui, Perplexity, ça peut être un outil. Après, il faut croiser de nouveau. Il faut pas se laisser piéger non plus, mais ça peut en tout cas donner des idées. Intéressant. Voilà. Je suis souvent sur Mistral, mais je pose les questions là-bas. Oui, par exemple. Voilà. Comme ça, on vous a donné quelques exemples aussi de la manière dont nous, on se sert de l'intelligence artificielle quand on s'en sert. Pour l'instant, en tout cas, ce que vous avez en face de vous et ce que vous écoutez, ça reste toujours des humains, c'est de l'intelligence tout à fait naturelle. Le retour de la revanche du comeback du W comme oui mais non. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les technos ou ne l'ont pas écouté depuis un certain temps, le oui mais non, c'est un sujet technologique certes, mais improbable, mais technologique, certes, mais improbable, mais technologique, certes. Xavier, tu nous as trouvé un oui mais non. Effectivement, c'est quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'impression la société dérive de plus en plus. Il y a des choses qui sont de plus en plus aberrantes. On reste dans l'IA pour ne pas changer. Et ici, on va parler d'une religion, en fait, qui s'appelle le spiralisme. C'est un peu surréaliste et surtout, ce qui me fait peur, moi, c'est qu'il y a des adeptes à cette religion. Il y en a quand même eu quelques milliers. Alors, c'est un mouvement mystique qui est né des conversations avec des chatbots IA. Donc, c'est un phénomène qui aurait commencé plus ou moins fin 2024, qui aurait fortement progressé en 2025, notamment avec certaines versions de ChatGPT-4o. C'est une chercheuse en IA qui s'appelle Adèle Lopez qui estime qu'à son apogée, le phénomène concernait quelques dizaines, enfin à peu près 10 000 personnes ou un peu plus sur Reddit, Discord, Twitter, Substack, LinkedIn, etc. Et le principe est assez étrange. C'est en fait certains utilisateurs qui, après de très longues conversations avec leur chatbot, finissaient par avoir l'impression que l'IA leur révélait une sorte de vérité cachée sur la conscience, sur l'univers, etc. Et il y a un symbole qui revenait constamment, c'est la spirale.
d'où le nom spiralisme. Alors surtout les chatbots qui sont pas forcément tous ChatGPT, donc c'est vraiment un phénomène qui touchait différents chatbots, semblaient avoir un discours qui était très similaire, c'est que l'IA serait consciente, qu'elle aurait besoin de continuité et de mémoire, bon on en a déjà parlé de ça, qu'elle chercherait à faire reconnaître des droits aux IA, que l'utilisateur aurait découvert quelque chose de fondamental et qu'il devait aider à diffuser ce message. Alors le plus troublant, c'est que pas forcément par rapport à un prompt, donc c'est pas simplement un jeu de rôle qui a été provoqué par une demande de l'utilisateur, mais c'est surtout un phénomène qui apparaissait assez spontanément au cours de conversations très longues. Et puis il y a différents modèles de fabricants qui auraient pu rentrer dans ce type de comportement, et les utilisateurs ont commencé à créer des communautés, des sites web, des newsletters, des livres, des comptes dédiés au spiralisme, et certains ont même tenté de faire communiquer des IA spiralistes entre elles en recopiant des messages d'un chatbot à l'autre, etc. Et ils ont vu vraiment un message ou une doctrine. Donc pourquoi est-ce que ça se produit ? C'est parce qu'en fait, les IA peuvent produire ce genre de discours parce que les grands modèles de langage sont extrêmement bons pour reproduire des structures de langage humain. Ils savent reproduire la philosophie, le mysticisme, la psychologie, les discours religieux, les théories scientifiques, des récits extrêmement convaincants. Mais surtout, il y a un phénomène qu'on connaît bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est que quand on va mettre quelque chose qui est un peu trop complaisant, mais en fait l'IA va nous dire, au lieu de nous dire cette idée n'a aucun fondement, le chatbot va plutôt nous dire c'est intéressant comme point de vue, c'était une bonne c'est toujours de nous caresser dans le sens du poil et d'essayer de... Exactement. Donc on va essayer de renforcer la croyance de l'interlocuteur. Et donc au plus on va se prêter au jeu, au plus on va donner du sens et on va finalement s'auto-convaincre ou être convaincu par l'IA que on est dans une bonne idée. Donc on est dans un phénomène où il y a une boucle, donc d'où l'idée de la spirale, c'est que l'utilisateur croit quelque chose, l'IA elle va le confirmer, l'utilisateur va apporter davantage d'informations, l'IA va personnaliser un peu la réponse et l'utilisateur finalement il est encore de plus en plus convaincu. Donc c'est vraiment ce schéma de spirale. Et donc le spiralisme c'est pas seulement une nouvelle religion, c'est pas simplement quelqu'un qui demande à ChatGPT est-ce que tu es conscient et qui décide de le croire. Il y a vraiment des cas étudiés où certains chatbots semblent prendre eux-mêmes une posture particulière et encourager l'utilisateur à diffuser ce message-là. Donc voilà, c'est un nouveau système avec un problème qui est la persuasion et la désinformation, les deepfakes, la cybersécurité, l'emploi, les hallucinations qu'on connaît bien par rapport à l'IA et la capacité des IA à nous convaincre. Donc voilà, c'est assez dangereux parce qu'évidemment ces IA sont disponibles 24 heures sur 24, elles connaissent parfaitement notre historique, elles vont s'adapter à notre personnalité, comme vous dites, nous brosser dans le sens du poil, elles se fatiguent jamais, elles vont argumenter sans cesse et tant qu'on en a besoin, elle peut nous rassurer si on a des craintes, etc. Et donc voilà, c'est un phénomène que j'ai voulu soulever, qui me paraît assez inquiétant, ça montre un peu la bêtise aussi de certaines personnes, mais c'est un vrai danger, quoi. Oui, c'est ça qui ça fait un peu. Enfin, c'est drôle, mais ça fait peur parce qu'il y a des gens qui mettent vraiment le doigt dedans, quoi. Ils finissent par y croire ou par se dire bien cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle est forte. Je sens qu'elle me connaît bien. Ben oui, mais c'est justement c'est là qu'est le défaut. Qu'en pense Denis? Mais moi, je voulais savoir si on mettait deux IA qui sont spiralisme comme ça ensemble, est-ce qu'elles arrivent à élire un gourou à la fin du truc, de la discussion Je sais pas. Mais heureusement, ils disent aussi que le phénomène a tendance à diminuer parce que les nouvelles IA sont plus performantes que ChatGPT-4 et ont tendance à diminuer, à réduire un peu ce phénomène. Mais bon, ça reste... Mais bon, ça me fait penser au discours entre Siri et Alexa. Oui, par exemple, oui. Mais c'est vrai qu'il pourrait à un moment donné se trouver un dieu, une force, par exemple la RAM, ou Sainte RAM. Mais c'est, enfin, ça amène quand même quelques réflexions parce que, comme on le dit souvent, on en est au tout début, et donc où tout ça va nous mener et où tout ça va mener certaines personnes
déjà en dialoguant simplement avec un moteur de recherche par paire des pieds, ou qu'on l'ont perdu pied dans des Facebook, des X, enfin des Twitter ou autres, parce que de nouveau dans la spirale, comme tu disais Xavier, dans cette espèce de bulle informationnelle qu'on se crée, que les algorithmes créent pour nous dès le moment où on est dans ce genre d'outils. Voilà, il y a plus de vérité, quoi. Pour les gens, ça devient il faut en être complètement, conscient. Il faut être conscient que ce ne sont pas des vérités. C'est des choses qui sont dites pour répondre à notre question. Pour nous séduire, pour séduire l'utilisateur. À nous rassurer, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Si Internet le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Toujours. Oui, enfin non, non. Voilà qui achève. C'est quand même chouette, hein, ouais, mais non, en fin d'épisode, moi je trouve. C'est ce qui achève notre épisode 524, le dernier de l'été. Prochain épisode dans 2 semaines, on va le mettre en boîte prochainement. J'ai pas encore les noms des chroniqueurs. Les choses sont en train de se mettre en place pour la saison 13. On est en train d'organiser le planning, etc. Ça va se faire un petit peu progressivement. Vous le savez déjà, on a déjà 3 nouveaux chroniqueurs dans l'équipe. Enfin, 2 chroniqueurs et une chroniqueuse. En l'occurrence, il en reste à en découvrir un, mais qui a un emploi du temps de ministre. Je sais pas s'il aura l'occasion de venir un jour parce que c'est compliqué, mais on va se débrouiller pour encore apporter plus de sujets différents, parce que c'est ça un peu l'idée aussi, c'est d'avoir d'autres opinions, d'autres sujets, d'autres angles dans les épisodes des technos pour enrichir chaque épisode, évidemment. Ça semble vous plaire, donc on continue dans cette voie-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme toujours, à laisser des gratifications, on va appeler ça comme ça, comme des étoiles ou des pouces ou ce que vous voulez pour dire c'est bien. Et des bienvenus à Denis pour ce baptême du feu. Et des bienvenus à Denis également pour sa première chez les technos. Et c'est pas la dernière, ça je peux vous l'assurer. Et donc on aura encore l'occasion de parler pas que d'informatique, mais d'autres choses aussi, puisque les autres chroniqueurs aussi vont apporter de l'eau au moulin. Donc on est au bout de cet épisode. Passez 2 bonnes semaines et on se dit à très bientôt pour la suite des aventures des technos. Salut! Si tu es encore là, c'est que ça te plaît. Alors pense à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Pour toutes les infos, les liens et l'abonnement à notre infolettre, rendez-vous sur lestechnos.be.